On va rencontrer des gens qui ont parti un beau projet de cohabitation à Neuville. C'est un projet où chacun a sa demeure, mais il y a des aires communs et ça serait une superbe de bonne idée si plusieurs personnes au Québec faisaient ce genre de choses. Bonjour, ça va bien? Oui, bonjour Brigitte, bonjour, ça va très bien. Bonjour Brigitte. Merci de m'accueillir chez vous pour cette belle visite de votre cohabitat. Donc, je suis avec Madame Hélène Filteau et avec Monsieur Jean Nollet, qui sont les fondateurs de ce magnifique domaine. Moi, j'appelle ça un domaine. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de comment il vous est venue l'idée de fonder ça? Ça part de où, cette idée-là? Il y a 7-8 ans, Jean et moi, on habitait en ville. Et puis, on s'intéressait à la préservation de l'environnement. Et puis, on a travaillé tous les deux dans le domaine coopératif plus jeune, puis dans le domaine justement de l'écologie. Et puis, on s'est dit à un moment donné, ça serait le fun de faire un projet qui nous permette de vivre plus dans l'entraide, la solidarité, le partage. Et puis, un endroit aussi où on serait en nature et où on puisse peut-être tendre vers l'autonomie alimentaire et tout ça, et énergétique. Et puis, finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait des modèles qui existaient. Il y a Cohabitat Québec qui existe. Et puis, il y a des gens qui avaient écrit là-dessus. Par exemple, Diana Leaf-Christian avait écrit un livre sur Vivre autrement. Donc, c'est un peu ça qu'on cherchait, un vivre autrement, sortir de la société de consommation, puis société où chacun est un peu pour soi et individualiste, puis être dans un endroit où on met en commun, puis un endroit aussi où, quand on sort dehors, on rencontre nos voisins, puis on a des liens significatifs, c'est convivial et tout. Alors, puis on s'est rendu compte que, oui, l'idée a peut-être germé en nous, puis il a suscité beaucoup d'enthousiasme, mais c'était une idée qui, je pense, était dans l'air du temps. D'accord. Puis, dans le fond, ça vous a pris combien de temps avant d'en arriver à ce qu'on voit aujourd'hui dans le cohabitat? Bien, entre le moment où on a acheté, en 2019, en juin 2019 et maintenant, il s'est écoulé à peu près 4 ans. 4 ans, ça a été quand même assez vite. Ben oui, dans les faits, assez vite. Aujourd'hui, on le réalise, mais au départ, on pensait que ça allait prendre 2 ans. Donc, donc pour vous, c'était... Parce que quand on regarde le Cohabitat de Québec, c'est au moins une dizaine d'années. Oui. Mais c'est ça, c'est un peu plus gros, dans le fond. Les autres sont 42 unités, je pense. Et puis vous autres, ici, c'est 12 unités. 12 unités. Oui. Comment ça fonctionne, la sélection pour accueillir les gens? Dans le fond, là, parce que vous avez chacun des unités, les gens ont chacun leur habitat. Comment ça fonctionne, la sélection? Comment vous faites pour sélectionner les gens? Ben, tu vois, ça a été un processus justement d'à peu près 4 ans là, pour la sélection des gens. Alors, il y en a qui ont eu des membres au début, il y en a qui sont repartis, il y en a eu des nouveaux. Fait que ce qu'on a, on a un processus de 3 à 12 mois où on prend le temps de connaître les gens, puis eux autres aussi prennent le temps de nous connaître. Fait qu'ils sont invités à venir à toutes nos activités, à venir coucher ici. Dans la maison commune, on a une chambre d'amis, alors ils sont invités à venir coucher ici à quelques reprises.
Et puis, après le 3-12 mois, bien là, ensemble, tout le groupe qui est ici, tous les membres, on s'assoit puis on regarde est-ce que c'est un oui ou c'est un non. Puis, il faut que ce soit un oui unanime. Parce qu'on se dit à 12 ménages, pas s'entendre avec un ou deux ménages, c'est vite difficile. Tandis que là, si on prend le temps de dire dans un premier aperçu avec ce qu'on connaît des gens, on a l'impression que ça peut fonctionner. Puis après ça, bon, on se donne des outils là, pour que ça fonctionne bien, là, comme la communication non violente et des choses comme ça. Ouais. Jean, est-ce que j'aimerais savoir, quand vous, vous m'avez dit que quand vous sélectionnez les gens pour vivre dans le cohabitat, c'est important que tout le monde soit d'accord. Ça doit être un peu le même principe quand vous avez des décisions importantes à prendre pour les activités ou quoi que ce soit. Puis s'il arrive quelque chose aussi, j'aimerais savoir si, parce qu'on est des êtres humains, souvent, on n'est pas tous d'accord, ou il y a peut-être des malentendus sur des choses. Comment ça fonctionne? Comment vous agissez? C'est important, je pense, parce que vivre ensemble, là, c'est quelque chose. Tout à fait. Est-ce que tu veux me parler de ça? Ben oui, en fait, tu me dois, c'est quelque chose, l'essentiel en fait du projet, parce qu'on a beau être dans un lieu magnifique, avec des projets, avec des idées de choses à faire, le plus important, c'est quand même le vivre ensemble dans ce projet-là, dans cette communauté-là qu'on est en train de créer. Fait qu'on s'est donné des outils. Tout à l'heure, Hélène en a parlé, on pratique la communication consciente, la communication non violente. Et ça veut dire de s'exercer à écouter beaucoup et à s'écouter soi-même aussi. Et puis, autrement, pour la prise de décision, on fonctionne en mode sociocratique. Et bon, il y a plusieurs éléments dans la sociocratie, mais un élément clé, c'est celui où quand on prend une décision, il ne faut pas qu'il y ait d'objection dans le groupe. Donc, c'est pas nécessairement le consensus, c'est plutôt un mode par consentement. On peut, à la limite, ne pas être d'accord que c'est la meilleure solution qui est proposée, mais tout le monde consent à ce que cette avenue-là soit choisie. Donc, on avance sur un mode pas d'objection et ça nous force des fois à retravailler des propositions, des décisions de façon à ce qu'on arrive à trouver une façon de faire qui convient à tous. Mais c'est bien, mais en fait, ça fait aussi travailler sur soi. Ça fait grandir au niveau des personnes, d'apprendre à gérer, les compromis, toutes ces choses-là, puis à être bien avec les autres. Ben, c'est la clé. On n'a pas le choix, il faut qu'on travaille sur soi parce qu'on n'a pas de contrôle sur les autres. C'est merveilleux. Puis en même temps, c'est sûr, comme disait Jean, c'est l'essentiel du projet. Puis, dans le fond, les gens qui sont choisis, justement, c'est parce qu'on sent qu'ils sont prêts à faire un bout de chemin. Puis qu'on disait que de ne pas être trop sûr de ses croyances, puis de pas... Donc, c'est des gens qui ont une ouverture, puis qui sont capables de se remettre en question. Puis on a eu certains enjeux, c'est sûr, à venir jusqu'à date. Et puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand on les traite, on sort toujours content, quasiment, d'avoir eu l'enjeu. Parce que tout le monde a cheminé là-dedans. C'est ça, on s'est grandi de l'expérience. Ouais. Fait qu'ici, c'est comme un peu une nouvelle façon de vivre. On veut avoir comme un nouveau paradigme, un peu, je dirais, de comment on vit ensemble dans ce vivre autrement-là. Alors, il faut être prêt là, à ce que ça amène. Donc, c'est un inconnu. On ne sait pas trop vers quoi on s'en va, mais c'est comme accepter d'ouvrir. Dans le fond, puis d'année en année, vous devez comme changer les choses un peu ou améliorer toujours le processus ou comment ça fonctionne. Donc, vous apprenez en même temps là, de votre expérience. En fait, on devient meilleur à utiliser le processus. Ouais. Parce que le processus, dans le fond, la sociocratie, ça a été expérimenté, ça a été mis en œuvre. Puis une des choses qu'on a apprises quand on a réfléchi à ce projet-là, dans nos lectures, en parlant avec des gens, c'est que la plupart des projets qui réussissent sont des projets où justement on utilise ce mode de décision-là. C'est bien, c'est vraiment beau de voir tout ça. J'aimerais savoir aussi, dans votre cohabitat, vous avez combien de familles? Vous me l'avez dit tantôt, hein, je pense. On a 12 ménages qu'on appelle parce que des fois c'est des personnes seules, des couples ou des familles. C'est ça, j'aimerais savoir un peu quelles sont les familles qui habitent ici. Donc, en fond, vous avez des gens de tous les âges, je crois. Oui, hein? c'est multigénérationnel. Alors, la plus jeune adulte a 24 ans. L'aîné a 71 ou 72, il ne nous dit pas tout le temps, là, on ne sait pas trop son âge. Il ne change pas d'âge d'année en année. C'est important. Et puis, dans les enfants, le plus jeune a 2 ans,
puis l'aîné a 15 ans. Et puis on a des jeunes familles qui veulent avoir des enfants et qui peuvent avoir des enfants très prochainement. Des petits nouveaux bébés. Fait qu'on va avoir des petits nouveaux bébés du cohabitat. Ah, c'est le fun. Oui, c'est ça, ça va être bien. Puis c'est ça, ben, comme tu peux voir, on a deux types d'unités ici. Là. Il y a des plus petites unités pour les gens seuls ou en couple, puis des plus grandes pour les familles. Alors, il y a 5 jumelés sur le terrain, puis il y a 2 unités dans les extrémités de la maison commune. D'accord. Puis là, dans le fond, tout est habité. Tout est habité. C'est pour ça qu'on fait l'inauguration aujourd'hui. OK, c'est le fun. Parce que tout le monde est rendu, puis tout est construit. D'accord. Est-ce que vous avez l'intention d'agrandir, de rajouter des habitations? Non. En fait, 12 ménages, on trouve que c'est parfait. Okay. Puis, les lieux ne permettent pas d'agrandir non plus. Là, on a eu une dérogation pour pouvoir construire 10 maisons. Ce qui était prévu au départ ici à Neuville, c'était 6 maisons. Donc là, on est vraiment au maximum de ce que permet le zonage ici sur le terrain. Okay. En parlant de zonage, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu, parce que votre terre est grande et vous êtes bien situé, vous avez le fleuve en face, puis en arrière, vous avez ces grands. Qu'est-ce que vous avez dans le fond? Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce qu'on retrouve au cohabitat au niveau extérieur? Oui, oui, tout à fait. Fait que, ben, tu vois ici, la zone où il y a des maisons, c'est la zone résidentielle. Puis à partir du verger, c'est notre zone agricole. Alors, comme tu vois, on a un verger, on a une 50aine de pommiers qui ont beaucoup produit cette année. Ah, c'est le fun. Oui, ensuite de ça, on a des jardins. Alors, d'année en année, on a grandi les surfaces. On veut tendre de plus en plus vers la permaculture. Alors, on pratique puis on s'informe à ce niveau-là. Et puis, on a aussi une érablière, donc 2100 entailles. Et puis, on a transformé une partie du hangar en cabane à sucre quand on est arrivé. Parce qu'on avoir construit quelque chose de nouveau, ça aurait été trop de coûts en partant. Alors, et puis, si on monte sur le terrain, on a un grand champ qui permet plein de choses, là. Puis, je dois dire aussi qu'un petit peu plus loin, on a un poulailler. Donc, pour l'instant, on a 9 poules, puis on est en train de discuter combien on va en avoir, alors de plus. Alors, c'est un peu ça. Est-ce que j'oublie quelque chose? Sinon, les projets ne manquent pas, là, de ce que les gens ont en tête, ou ce que les gens portent. Mais ce qu'on se dit, c'est qu'on ne peut pas toutes les réaliser en même temps. Puis, on est 12 ménages, puis la plupart travaillent tous à temps plein. Alors, on ne peut pas tout faire. C'est pour ça que ce qu'on se dit, l'approche qu'on a maintenant, c'est d'ouvrir vers le local. Alors, on ne produit pas tous les légumes dont on a besoin, ni tous les fruits. Il y a des végétariens, il y a des gens qui mangent la viande. Bien, il y a des éleveurs qui font ça très bien, qui traitent très bien leurs animaux, tout près ici, dans Port-Neuf. Il y a des producteurs aussi, juste à côté, le deuxième voisin fait des paniers biologiques. Alors, c'est ça, donc on prend une partie de la production chez elle aussi. Donc, on veut créer ce lien-là, comme étendre le réseau et nos valeurs. Mais quand on parle, ben, c'est sûr que, je veux dire, on vit dans un cohabitat, chacun doit avoir des tâches à faire. Comment vous fonctionnez pour distribuer les tâches? Parce que dans le fond, ça ne doit pas être tout le monde qui travaille au jardin, ça ne doit pas être tout le monde. Comment ça fonctionne? Ben, parce que, tu sais, dans le fond, il y a des gens peut-être qui n'aiment pas faire telle chose ou quoi que ce soit, mais comment vous fonctionnez pour les tâches? Ben, au départ, les gens ont été informés qu'on s'attendait à ce que ça exige à peu près 10 heures par semaine par adulte. Donc, il y a des réunions, repas communautaires et des travaux à faire sur place. Fait que ça, c'est en moyenne. Puis, on comprend que tout le monde n'est pas dans la même situation. Il y a une famille monoparentale, il y a des parents avec des jeunes enfants, avec des emplois à temps plein, et puis il y a des personnes à la retraite. Donc tout le monde ne peut pas mettre la même énergie à faire en sorte que le cohabitat soit un succès dans les faits réels. Mais on s'attend à ce que tout le monde fasse de son mieux et contribue. Et puis on a choisi de ne pas calculer. Donc on est en mode confiance, que tout le monde veut faire en sorte que le projet soit un succès et que tout le monde contribue à son meilleur. Et donc, on n'a pas mis de... On fait des corvées régulièrement, on annonce les corvées, les gens qui peuvent participer. Souvent, tout le monde est là, ou presque tout le monde. Puis, autrement, bon, ben, on s'annonce mutuellement qu'il y a telle chose à faire. Et puis, on a des comités. Tout le monde est impliqué dans un comité. On a le comité production, on a le comité vie communautaire, finance et gouvernance, on a le comité projets spéciaux et puis infrastructure et aménagement du terrain. Donc, 5 beaux comités dans lesquels tout le monde est impliqué.
Et partant de là, bon, jusqu'à maintenant, on est vraiment en mode confiance, puis ça fonctionne pas mal bien. Ça fonctionne pas mal bien. C'est merveilleux. On espère que ça va poursuivre comme ça. Puis on n'a pas senti jusqu'à maintenant le besoin de mettre plus d'encadrement que ça. Ah, ben c'est vraiment bien organisé, c'est plaisant. L'hiver, ça doit être, c'est sûr qu'il y a moins de travail au niveau de l'extérieur, sauf qu'il y a le déneigement, puis toutes ces choses-là, ça va. Effectivement, toujours l'entretien du terrain, l'été comme l'hiver, comme il y a une partie là, qu'on tond le gazon l'été, alors il y a ça à faire, l'entretien du jardin. Avec les rablières aussi, l'hiver, ça doit être tout qu'un travail de tout réorganiser ça pour les tuyaux, ces choses-là. Ça se prépare à l'automne, c'est plusieurs semaines de réaligner, s'assurer que tout est à une pente descendante. Là, ça fonctionne par gravité. L'eau part de l'érablière pour s'en venir ici à la cabane à sucre. Alors c'est un travail et puis Jean aime bien faire ce type de travail-là. Passe plusieurs semaines dans le bois pour faire ça. C'est bon. Et puis, c'est une de ses passions. Le bois est une de ses passions. Bon. Oui, chacun a sa passion ici, ses intérêts. Oui. Oui. C'est agréable. Ce qui est important de dire, c'est que maintenant, c'est un projet collectif. On a peut-être les fondateurs, mais maintenant, on est 12 ménages, puis on est tous au même niveau. Donc, c'est rendu un projet collectif, comme on disait, qui se veut ouvert sur l'extérieur. Okay. Puis là, vous me parlez que dans le fond, chacun a sa maison, mais je crois que vous avez un air commun où les gens peuvent vous retrouver. Vous retrouvez-vous toutes les semaines? Y a-t-il c'est-tu quand on veut? Comment ça fonctionne? Ben, oui, vous voulez y aller. Je te laisse y aller. OK, donc une fois par semaine, on a un repas communautaire. Okay. L'été, bien, il se passe souvent à l'extérieur. Okay. Puis l'hiver, bon, il y a une grande salle à manger qui permet ça. Et puis, c'est sûr que l'été, on est souvent dehors. Puis c'est récent qu'on ait les balcons aux maisons. Fait qu'on se rassemble tous, là, généralement, dans l'espace commun pour une grande partie des repas qu'on passait. Fait que là, les gens commencent à apprivoiser d'avoir une terrasse, mais souvent, ils reviennent aussi parce que ils ont le goût là, de jaser et de tout ça. Donc, il y a un petit peu des deux. Puis, comme ici, c'est deux valeurs importantes, l'aspect privé puis l'aspect commun. On essaie de respecter les deux. On ne veut pas toujours être dans le commun, puis on ne veut pas toujours être dans le privé. C'est pas le but du projet. De toute façon, c'est ça, on a ce besoin, effectivement, oui. Alors, puis on a toujours des activités. Le comité vie communautaire propose des activités, que ce soit des activités de croissance ou des activités ludiques pour créer des liens de connexion et tout ça. Et puis, d'autres personnes, de façon très spontanée, vont proposer des activités aussi. Alors, c'est sûr qu'on a tout ça. Comme disait Jean, il y a les comités. Alors, 5 comités, 5 rencontres par semaine. Voilà. Donc, déjà là, ça fait beaucoup de rencontres. Vous faites tout ça dans la salle commune, dans le fond. Les rencontres. Oui, bien, c'est sûr qu'on essaie de les faire en majorité dans la salle commune, puis des fois, ça peut se passer chez quelqu'un. Ah, OK. Oui. Ah, bien, c'est bien. Oui. Entre autres, on a quelqu'un qui, sur sa terrasse, appelle ça le bistrot. Alors, français d'origine, il y a le bistrot là-bas, lui. Et puis, des fois, les gens se réunissent là pour un 5 à 7. Mais c'est donc bien le fun. Oui. C'est merveilleux. En fait, les rablières, est-ce que vous exploitez les rablières? Est-ce que vous en faites un revenu? Est-ce qu'il se passe quelque chose avec ça? Parce que, tu sais, dans le fond, quand on produit du sirop, tout ça, à un moment donné, ça fait beaucoup. Fait que, est-ce que oui, quand même, on a 2100 entailles. Il y a 2 ans, on a produit 700 gallons de sirop. L'année dernière, on était plus proche du 300 parce que c'était une mauvaise saison. Mais tout ça pour dire que c'était un des objectifs en arrivant ici, avec les rablières, de produire du sirop pour faire en sorte qu'on dégage des revenus pour des projets communs. Donc, on voulait s'assurer d'avoir des revenus pour pouvoir construire des choses sur le terrain, peut-être justement aménager une serre, acheter une table de ping-pong, toutes sortes de petits éléments qui font en sorte qu'on a une vie commune intéressante et non pas tout simplement des vies parallèles dans nos maisons. Donc, c'était l'objectif d'avoir des revenus communs pour se permettre d'avoir des projets comme ceux-là encore. Alors, si on veut acheter le sirop de votre cohabitat Neuville, on fait comment? Bien, il y a peut-être 2 façons. Là. On a un site web. Donc, sur le site web, on peut aller commander. Et puis, aussi, nous autres, on propage ça dans nos réseaux.
Mais je sais pas si tu as vu à l'entrée ici, il y a un petit kiosque où c'est en vente libre autonome. Donc les produits sont là, les gens payent, repartent avec les produits. Alors on a parti ça durant la pandémie, fait que les gens étaient très contents de pouvoir sortir de chez eux puis d'aller chercher quelque chose où ils n'ont pas nécessairement être en interaction avec une personne puis pouvoir simplement prendre les produits. Puis ça fait que c'est comme si on leur dit on fait confiance. Puis je pense que les gens aiment ça là, en ce moment-là. C'est certain. Hein? Tu parles de pandémie, ça ne devait pas être évident, cohabitation. Comment ça marchait? On était en train de construire le projet. Fait qu'effectivement, c'était une difficulté supplémentaire. Il y a eu des délais associés à ça aussi parce que l'air de rien, la dérogation dont on parlait tout à l'heure, là, pendant un temps, au niveau municipal, ça a été complètement désorganisé. Il n'y avait plus de consultation publique, le temps que les choses se replacent. Donc, ça a occasionné des délais. Et puis, ça a forcé en même temps à s'organiser via des moyens comme Zoom, comme Teams, et ainsi de suite, pour faire des rencontres en groupe à distance, et puis apprendre à se connaître à distance. Puis, à un moment donné, on était écœurés d'être sur Zoom. Je dirais, mais dans le fond, vous avez vécu la même chose que tout le monde. Vous étiez chacun dans vos habitats, c'était comme ça. Effectivement, c'est surprenant à quel point, malgré qu'on était sur Zoom, on avait une rencontre tous les jeudis soirs, là, à quel point on a créé des liens déjà profonds, en dépit du fait que c'était en virtuel. Il faut peut-être dire que, outre l'aspect réunion sur Zoom et ainsi de suite, il reste qu'on se trouvait privilégié d'être ici durant la pandémie parce qu'on n'était pas confinés vraiment, on pouvait sortir, aller dans la rivière, marcher dans le bois, on avait de l'espace autour. C'était... À ce moment-là, moi j'étais sur la Côte-Nord, puis j'étais privilégiée aussi de vivre là. Sûrement. On n'avait pas on avait les mêmes restrictions, mais justement, j'étais dans des grands espaces, donc je pouvais aller me promener. Ça fait la différence. Je comprends. Je sais qu'est-ce que c'est. Est-ce que les habitations, vous m'en avez parlé, qui ne sont pas toutes identiques, hein? C'est différent selon le nombre de personnes, puis tout est parti de votre bâtiment ici principal? Oui, on a commencé avec la maison commune, puis ça c'est une chance, c'est un facteur de réussite dans ce qu'on a pu lire dans les projets, c'est d'avoir un espace déjà en partant où les gens peuvent se réunir et créer des liens. Parce que sinon, s'il n'y a rien de construit, tu viens passer un petit peu de temps, tu pars de rien. Alors c'est significatif. Ça nous a permis aussi d'habiter là au point de départ, que ce soit même il y a des familles qui sont venues habiter ici, il y avait comme 2 familles en haut pendant un certain temps, le temps que leur unité soit construite, puis ça s'est fait à quelques reprises au fil des constructions. Plusieurs personnes ont passé par l'aire commune pour habiter en attendant. Oui, puis ça nous a permis de créer des liens significatifs parce que à ce moment-là, nous, on était aussi dans notre unité qui est dans la maison commune. Donc oui, de passer beaucoup de temps avec eux. C'est bien. Est-ce que vous avez d'autres choses que je n'ai pas posées, que vous aimeriez me parler? Parce que j'ai peut-être pas tout pensé. Mais peut-être aujourd'hui, votre journée d'inauguration, dans le fond, ça consiste à quoi? On peut finir avec ça? Dans le fond, quand on y pense, l'inauguration, c'est un peu un moment, un temps d'arrêt, un moment pour nous, pour quelque part prendre le temps de réaliser la chance qu'on a d'être ici. C'est quand même incroyable comme lieu en partant, mais c'est aussi incroyable de se retrouver une belle gang ensemble qui commençons déjà à partager des éléments du quotidien. Une belle fraternité. Exact. Et puis donc reconnaître la chance qu'on a et en même temps reconnaître la chance qu'on a eue d'être aidé pour réaliser ce projet-là. Alors, il y a toutes sortes de personnes, d'organisations qui nous ont appuyés dans la réalisation du projet. Et puis, aujourd'hui, c'est une façon de dire merci. Madame Hélène, Monsieur Jean, je vous remercie vraiment de m'avoir permis d'assister à votre inauguration officielle et de passer la journée avec vous. J'aimerais savoir si vous avez un petit mot de la fin à nous dire concernant l'éco-habitat, tout ça. Bien, comme Jean a dit tantôt, beaucoup de gens nous ont aidés à rendre la chose possible ici. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un moment pour, oui, les remercier, mais aussi pour ouvrir, pour se faire connaître. Et puis, entre autres, pour la population de Neuville, qui nous a vu s'installer, qui a vu, bon, c'est quoi ce projet-là? Alors, certains le connaissent, mais je pense que plusieurs ne connaissent pas le projet. Alors, on souhaitait s'ouvrir un petit peu sur l'extérieur pour permettre à des gens de venir ici, puis de leur faire connaître ce magnifique projet-là.
Allô, Luc-Marc, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Oui, toi, tu habites depuis combien de temps au Cohabitat? Depuis le 1er avril. Depuis le 1er avril? Oui, ça fait à peu près 6 mois. OK. Moi, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir venir vivre ici? Ben, c'est la gang, surtout. L'intérêt de vivre dans une communauté comme le Cohabitat de Neuville, ça nous intéressait. On cherchait quelque chose comme ça, moi et ma conjointe. Et puis qu'on a l'occasion de rencontrer la communauté, puis créer des liens, ben écoute, je pense que c'était tout de suite un coup de foudre, j'ose espérer virtuel, mais quelque part, on s'est reconnu d'une certaine façon dans ce que chacun est. Et puis à partir de là, ben, c'était une belle complicité qui s'est installée qui continue. Ah, c'est bien. Puis, dans le fond, qu'est-ce que tu aimes vivre ici? Quelles sont les valeurs et les choses que vous faites ici qui fait en sorte que, justement, tu as eu un coup de foudre? Bien, en fait, c'est une communauté qui est ce qu'on appelle intentionnelle. Donc, ce qui veut dire que c'est un peu plus que du bon voisinage. Donc, l'idée, c'est de partager, mettons, des intérêts, de partager des corvées aussi, en fait, partager des choses. Puis, de développer, d'avoir l'occasion, là, d'être en présence de l'autre, puis de pouvoir développer, mettons, faire son cheminement personnel aussi dans la reconnaissance de ce qui nous habite, puis de ce qui nous interpelle, ce qui nous fait vibrer, parce que dans le fond, l'autre est là pour refléter là, ce qu'on peut vivre, puis on chemine en parallèle, puis on s'aide mutuellement. Donc c'est vraiment là le centre d'intérêt, c'est la communauté, puis l'énergie qu'on partage ensemble. OK. Ah ben c'est bien. Bien, c'est merveilleux. Puis dans le fond, toi, tu es à la retraite. Oui. Puis c'est ça. Dans le fond, vous avez choisi de vivre ici là, pour la retraite, puis d'être bien pour tout le temps. Puis l'intérêt, c'est que c'est une communauté qui est multigénérationnelle. Donc, il y a des enfants, il y a des familles avec des jeunes enfants, il y a des couples sans enfants, des personnes... ce qu'on retrouve à tous les de type de ménage qu'on retrouve dans la société, on le retrouve ici. Donc, je pense que le plus jeune a 2 ans, puis le plus âgé a 71 ans. Donc, c'est très varié, puis c'est une façon de s'enrichir mutuellement. Les parents ont besoin souvent de gens pour garder. Ben écoute, ils ont tout ce qu'il faut sur place, puis nous, le fait de côtoyer les enfants, c'est une belle façon là, de mettre à contribution, mettons, là, les quelques expériences qu'on a accumulées durant notre vie. OK. Ah, ben je te remercie beaucoup de ton petit témoignage. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci, bye. Bye.